Sud Radio 10h midi, Média. Et on est ravis ce matin avec Gilles Gansman de recevoir la journaliste de M6 du 12-45 qui fait un crochet par nos studios en pleine préparation de son journal. Merci beaucoup d'être avec nous, Karine Kioch. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Christine. Bonjour Gilles. Il est à distance, Bonjour, Gilles. à distance, mais oui, bonjour. Alors on explique à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, c'est demain le 8 mars, Karine Kioch, vous proposez de découvrir sur la plateforme Sisplay avec TV20 des portraits de femmes, de 8 femmes inspirantes, comme on dit aujourd'hui, ces femmes qui ont poussé la porte d'un métier, d'une passion qui jusqu'à présent était surtout réservée aux hommes. C'était pour vous quelque chose de forme du combat militant quelque part? En fait, cette idée m'est venue en réalisant que très régulièrement dans le JT, si ce n'est toutes les semaines, en tout cas plusieurs fois par mois, dans un lancement, je dis c'est la première femme ou c'est la seule femme en France. Donc j'ai réalisé qu'en fait, il y avait énormément de territoires qui n'avaient pas encore été conquis par les femmes et qu'on avait encore chaque jour des pionnières en France. Et de là est née l'idée de ce programme Pionnière et j'ai eu la chance de pouvoir le défendre auprès des équipes d'M6 et de rencontrer un soutien exceptionnel de CPROD et de Sisplay. Et ça a permis à ce programme-là de voir le jour. Et oui, d'une certaine façon, c'est militant parce que je suis bien sûr féministe, c'est-à-dire que je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, en tout, salaire, perspective, etc. Et que en réalisant que ces femmes-là, elles, avaient réussi à s'imposer dans des domaines où les hommes s'illustraient déjà, avaient réussi donc à percer un plafond de verre et qu'elles avaient trouvé des ressources. Et donc les clés qu'elles avaient utilisées, elles pouvaient les mettre à notre disposition à toutes pour qu'éventuellement nous aussi puissions traverser ce plafond de verre. Donc il y avait des choses à apprendre de leur parcours. C'est ça aussi l'idée de ce programme-là. Gilles, on a la question aussi. Pour que ça soit sur M6 et non pas sur le réseau Sisplay, parce que le programme est très bien fait, on pourra en parler tout à l'heure. Il faut que ça soit très diffusé, c'est vraiment artistiquement en plus, c'est vraiment bien fait. Absolument. Merci. Elle a des jolis manteaux aussi. On a été pointus sur tous les sujets. Alors Gilles, la question du jour, qui est en rapport justement aussi avec ce métier que font parfois des femmes. Oui, la question du jour, c'est est-ce que les JT français doivent-ils diffuser les images des morts? Est-ce qu'on doit diffuser dans cette guerre, qu'ils soient russes ou ukrainiens, est-ce qu'on doit diffuser ces images? Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio pour répondre à cette question, sur le compte YouTube désormais. Pour l'instant, vous dites non à 78% et d'autres disent oui parce que les morts font partie de la guerre, on doit les montrer pour éviter d'être dans un jeu vidéo où on voit rarement les gens décédés. Je ne sais pas quelle est la politique d'M6 à ce sujet. Nous, on pratique toujours un très grand respect des victimes, donc on évite de diffuser des images de morts, et puis parce que la guerre en soi est déjà angoissante, je crois que c'est un sujet qui est omniprésent pour nous tous, et donc c'est très concret, on n'a pas besoin en plus d'ajouter dans les images, ce sont les JT sont regardés par des publics très larges, il n'y a pas de nécessité à montrer des morts, et vraiment pour la dignité des victimes, c'est important qu'on ne les montre pas. En tout cas, on le fait le moins possible, et quand on le fait, on floute toujours de façon à ce que les personnes ne soient pas reconnaissables. Il faut que ça ait un sens, en fait. Il faut que ça ait un sens. Oui, mais il faut que ça ait un sens. On peut montrer des victimes, mais il faut que ça serve le propos d'un drame arrivé à un endroit précis. Mais la guerre, de fait, est dramatique. C'est une tragédie. Il y a une image aujourd'hui et des images qui font le tour du monde. La photo est signée par exemple du New York Times. Aujourd'hui, on a vu les images hier circuler sur les réseaux sociaux de cette famille ukrainienne qui fuit et qui est tuée sur le coup par ce tir de mortier a priori russe. Alors tout ça est pris entre parenthèses. La guerre des images dans ce conflit auquel on assiste et auquel on prend part aussi quelque part indirectement. Comment vous faites à M6 pour doser, pour savoir, pour vérifier les informations? Quel est le travail qui est fourni aujourd'hui? Alors on a nos correspondants, des envoyés spéciaux, des reporters, des grands reporters qui sont envoyés sur le terrain et qui bien sûr sont là pour recouper les informations. On s'appuie évidemment sur l'AFP, on ne peut pas faire sans l'agence France Presse, qui est comme pour toutes les rédactions vraiment la référence en termes de crédibilité de chacune des images. Et bien sûr, comme c'est une guerre des images, vous l'avez dit, puisqu'il y a énormément de fake news qui sont également diffusées, on est très vigilant. On ne diffuse pas une image dont on n'est pas absolument certain de la source. Ça, c'est la règle pour nous. Et ça l'est de toute façon, que ce soit pour la guerre en Ukraine, comme pour n'importe quel type d'information. On ne diffuse pas ce dont on n'est pas
sûr à 100% de l'origine. Allez, on continue et on va parler de tous ces sujets, mais également de pionnières dans un instant. Mais c'est l'heure du zapping aussi sur Sud Radio ce matin. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Évidemment, ce n'est pas une guerre qui va interrompre une maternité. Sous les bombes, Victoria a donné naissance à Mika, dont le papa est au front. Il n'a d'ailleurs pas vu toujours sa fille. Il se bat. C'est un sujet fort qu'a diffusé hier le 20h de TF1. Les sirènes d'alerte au bombardement peuvent bien retentir. Victoria, elle, vit au rythme de la respiration de sa fille. Nika est née prématurée la nuit du déclenchement des hostilités et grandit dans cet abri improvisé de la maternité. C'est en me réveillant après l'accouchement que j'ai appris que nous étions en guerre. C'était difficile, mais je résiste. Et vous n'avez pas peur des bombardements aujourd'hui? Non, parce que si je suis calme, je pense que mon bébé le sera aussi. Je dois transmettre mon énergie à ma fille et je suis persuadée qu'elle le sent. C'est incroyable de ne pas avoir peur pour pas donner peur à son bébé. Oui. Non, mais il y a des histoires humaines qui sont absolument sidérantes dans ce conflit. On est même tous stupéfaits d'écouter ces témoignages qui sont si proches de nous, cela dit. Un des points d'affrontement est la ville de Mariupol, qui permettrait la jonction pour la Russie entre les troupes en provenance de la Crimée annexée. Alors, sur place, c'était prévu un corridor. Aujourd'hui, on a appris qu'il y avait un corridor qui devrait avoir lieu, mais vers la Russie. En tout cas, tout ce week-end, et à 2 reprises, le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Ils sont à l'arrêt. Ces cars devaient rejoindre Mariupol pour en évacuer les habitants, mais leur convoi ne progresse plus. Ce matin pourtant, il avait pris le départ depuis Zaporijjia, mais la Croix-Rouge a annoncé que pour le 2e jour de suite, la tentative d'évacuation avait échoué. Depuis 6 jours, la ville n'a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de chauffage. Le maire décrit une situation d'urgence. Pendant les premiers jours de la guerre, on a compté les victimes par dizaines. Aujourd'hui, on les compte par centaines. Demain, ce sera par milliers. Les Russes ont travaillé méthodiquement pour encercler la ville, pour créer une crise humanitaire qui laisse les habitants sans nourriture, sans eau, sans lumière, sans moyens de communication. J'imagine que vous en parlerez aussi dans le 12-45. Bien sûr. Comment les images vous arrivent? Quel délai il y a entre ces images et le 12-45? Et comment elles vous arrivent? Alors, les images nous arrivent par nos envoyés spéciaux qui sont bien sûr sur place, et ce depuis le tout début de la guerre. Donc, on est au 12e jour. Dès le vendredi, je crois, le lendemain de l'invasion du Donbass, on a envoyé des équipes sur place, des envoyés spéciaux. Bien sûr, par tous les partenaires internationaux qui couvrent le conflit dans des zones où nous ne sommes pas, et puis par l'agence France-Presse, évidemment. Si vendredi on a craint un nouveau Tchernobyl avec la centrale nucléaire de Zaporijjia, alors hier sur CNews, Christine, il y avait Valérie Faudon. Alors Valérie Faudon, elle est déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire et elle a expliqué pourquoi Zaporijjia n'était pas Tchernobyl. C'est pas du tout la même technologie. Ce qui a été terrible quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, c'était une technologie avec du graphite. Donc le graphite, ça brûle. Et pendant des jours et des jours, le graphite de la centrale a brûlé et a projeté dans le ciel, d'où le fameux nuage de Tchernobyl, a projeté dans le ciel des matières radioactives. On n'est pas du tout sur la même technologie à Zaporijjia. Ce sont des centrales bien plus modernes, qui sont assez proches de celles qu'on a en France, avec à la fois un système de confinement, et puis ce ne sont pas des centrales au graphite, ce sont des centrales à eau. Construites par les Russes eux-mêmes, donc absolument. Ils connaissent le système. Ils connaissent très bien ce site, absolument, puisque c'est eux qui ont construit ces unités. Et puis un sujet pour vous, Christine, dont je suis sûr que vous connaissez bien, la Provence, le journal La Provence. Vous savez que depuis le décès de Bernard Tapie, le patron de Free, Xavier Niel, aimerait bien devenir majoritaire. Alors il est venu mercredi dernier, le son date de mercredi parce que jeudi il y a eu le décès de Jean-Pierre Pernaut et vendredi on a fait une émission spéciale concernant Ophélie Meunier et l'émission de Zone Interdite. Donc j'ai pas pu passer le son, mais donc mercredi il est venu en ami à La Provence pour discuter avec les salariés, son cadre juridique. Vous allez voir, l'accueil n'a pas été très chaleureux.
Vous avez eu besoin d'argent, vous avez mis cet argent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin des salariés que vous ignorez depuis des années. Mais pourquoi? Alors attendez, je vais vous adresser. Pourquoi on a besoin des salariés? Mais c'est notre question. Donc il n'y a pas de problème. Parce que je crois, parce que j'ai pas besoin de vous dans vos propos. Le problème, ça n'est pas que vous soyez loin, monsieur Liel. Il n'y a pas. Parce qu'on m'a dit que j'étais indien. J'ai cru comprendre que j'étais indien de sécurité. On nous file une petite salle cachée. Non, mais là, on n'est pas dans la procédure. On a une rencontre informelle. Comment ça va? Donc vous souhaitez que je parte? C'est la seule question, monsieur. Vous êtes le directeur de l'établissement. Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? C'est ma question et répondez clair, oui ou non? Oui. Je m'en vais, monsieur. Excusez-moi. Ah oui, il y a une procédure légale dans le cas d'un rachat. Effectivement, c'est ce que rappellent les salariés dans ce dossier du rachat, en tout cas du changement de propriétaire du journal La Provençale. Hein. Et pour finir, après Turin, c'est peut-être à Rennes qu'aura lieu l'Eurovision 2023. Alors si on gagne, hein, évidemment. Enfin, faites pas votre valise tout de suite. Hein. Il faut quand même qu'on y arrive parce que c'est pas. Enfin, pas voilà, je vais vous faire écouter. C'est le groupe breton Alvan et Aez qui représentera la France. Ils ont été élus en direct sur France 2 samedi. Leur titre, c'est Foulen. Et je vais vous dire félicitations en breton. Mais oui, madame. Gourk Omenou. On écoute. Allez-y. Voilà, c'est en langage breton. Hein. Donc voilà, c'est le groupe qui va représenter la France. Alors moi, en préparant cette émission, chère Christine, j'ai appris que Karine chantait et que Karine écrivait des chansons. Donc moi, je voudrais bien écouter Karine qui chante, ça donne quoi? À l'Eurovision? Non. À l'Eurovision, non, sûrement pas. Oui, je chante du jazz, effectivement. I'm a jazz singer too. Un petit extrait? Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Moi, j'irais. Je ne sais pas. C'est pris au dépourvu, hein. C'est pas une obligation. Oui, je ne sais pas. I don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Voilà. Après, pour le reste, il faudra venir voir le concert. Magnifique, magnifique. Bah, écoutez, vous reviendrez chez Yvan Kuchous dans l'émission musicale de Sud Radio le soir. On va lui en parler, il y a une chanteuse prometteuse également sur M6. Donc on le rappelle, Karine Kioch, vous êtes la présentatrice du 1245 de M6. C'est l'occasion de la journée de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Hein, voilà. Soyons bien précis. Des droits des femmes, même. Des droits des femmes. Oui, je pense qu'on peut les mettre au pluriel. Vous proposez donc cette série de portraits de 8 femmes inspirantes, de pionnières, celles qui ont poussé la porte de ces métiers, de ces passions qui sont trop souvent réservées aux hommes. Et vous avez une introduction que j'aime beaucoup parce que vous rappelez certaines petites phrases qu'on est un peu toutes à avoir plus ou moins entendues dans notre vie. C'est que vous rappelez quand même qu'il y a des choses qui étaient, on va dire, pas réservées aux filles. Exactement. Parce que c'était trop intellectuel, parce qu'on considérait que c'était trop physique, ou qu'il fallait de l'autorité, ou qu'il fallait de la précision. Il y avait des petites choses comme ça qu'on a pu dire à certaines d'entre nous, qu'on a pu entendre, sous-entendu. Ben, évidemment, si c'est trop intellectuel, c'est pas fait pour une femme. Ou s'il faut de la précision, de la concentration ou de l'autorité, c'est pas adapté aux femmes. Donc elle, parmi en effet celles dont nous parlons dans cette série de portraits, ont pu entendre ces phrases-là aussi. Elles sont allées au-delà. Elles sont allées au-delà et n'ont pas écouté ces petits mantras. Vous faites le portrait de Martine Monteil, qui a été la première femme à diriger le 36 quai des Orfèvres. Tout à fait. Ouais, vous avez aussi des personnages étonnantes. Pauline Duhart, elle a été la première femme à diriger un label de rap. De rap, Def Jam, en effet, qui est un label mythique américain dont elle a dirigé la division française. Aujourd'hui, elle est à la tête d'Epic Music en France. C'est un milieu éminemment masculin. Moi, j'adore le rap. Je suis fan de hip-hop. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Et voilà. Et il se trouve que les femmes ont du mal à s'illustrer dans le rap, sur scène, comme dans l'ombre, comme dans le business. Et Pauline Duhart a réussi cet exploit-là. Donc elle a réussi à s'imposer. Et elle nous apprend quelque chose d'ailleurs dans son portrait. Il y a des freins objectifs, c'est-à-dire ceux que la société nous pose à travers les petites phrases qu'on peut nous dire. Ce sont des choses qui sont dans l'inconscient collectif. Il y a des métiers d'hommes, des métiers de femmes. Bon. Et puis après, elle est frein subjectif. Je vais pas y arriver. Pourquoi est-ce que finalement on ne me donne pas l'occasion? Le syndrome de l'imposture. Voilà, exactement. Et Pauline nous dit, en fait, à un moment, parce que j'ai vu tous mes collègues masculins être promus, avoir des augmentations, voir leur carrière prospérer, et moi rester toujours au même stade de chef de projet, j'ai fini par comprendre qu'en fait, il fallait que je demande.
et parfois les femmes ne demandent pas. Donc l'idée n'est pas de dire que toutes les femmes, qu'aucune femme ne demande, mais en tout cas parmi celles qui ne demandent pas, en effet, il suffit de demander parfois pour que ça bouge, et elle nous apprend ça. Donc voilà, il y a des choses à apprendre et à entendre de chacune d'entre elles, et c'est ce qui vraiment est passionnant. Et parmi les autres, il y en a aussi Claudie Aigneret, qui est la première française à être allée et la seule. Son premier vol, c'était en 1996. Et aujourd'hui encore, 26 ans plus tard, aucune autre Française n'est allée dans l'espace. C'est invraisemblable. On a Arlette Laguillet, qui a été la première femme ça, c'est intéressant parce que à l'élection présidentielle. Elle se présentait à l'élection présidentielle, c'était en 74. Elle s'est présentée 6 fois. C'est la record woman, toute aujourd'hui, ça paraît logique qu'il y ait une femme qui se présente à la présidentielle. Et en 74, c'est il n'y a pas si longtemps, en tout cas pour ceux qui sont nés dans les années 70, c'était il n'y a pas si longtemps ou avant. Elle a été la première, et donc elle nous raconte comment ça s'est goupillé, comment est-ce qu'elle a pu s'autoriser, elle, à dire je représente lutte ouvrière aux élections présidentielles. C'est vraiment passionnant d'entendre ces femmes se raconter. Est-ce que c'est une pression des hommes ou une pression de la société? Est-ce que parfois ces femmes n'osent pas parce que leur maman ou leur papa disent mais tu vas pas faire ça, ou c'est vraiment d'après vous une société, alors c'est le mot un peu à la mode, patriarcale, ou c'était plutôt quelque chose qui était dans les mœurs? Mais justement, ce sont les deux. Il y a les deux aspects. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a les freins objectifs, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tradition, il y a des choses qui ne se font pas et auxquelles on se plie. Et puis il y a les freins subjectifs qui sont ceux que l'on se met à nous-mêmes, et il faut les identifier pour aller au-delà. Et parfois, en faisant sauter nos propres freins, on arrive à faire bouger les choses et à faire bouger la société elle-même. Est-ce qu'elles ont été surprises que vous les appeliez pour être dans cette série de portraits des pionnières? Oui, parce qu'elles sont très peu nombreuses à se ressentir, à se vivre comme pionnières. Ça, c'est aussi un des traits communs à toutes ces femmes, c'est l'humilité. L'idée de se dire mais moi je fais juste mon truc, en fait j'ai pas du tout la prétention d'être une pionnière ou d'être une héroïne ou d'avoir cette espèce d'envie d'être assez discrète et d'avoir juste le sentiment de faire ce qu'elle doit faire, mais pas d'être représentante d'un nouveau genre féminin. Quel chemin il reste encore à parcourir? Parce qu'on va beaucoup en parler pendant ces journées avec ce 8 mars. Certains trouvent que c'est trop, d'ailleurs. On parle tout le temps, effectivement, du temps qu'il nous reste à rattraper pour être l'égal des hommes. Mais qu'est-ce qui, selon vous, est le cœur aujourd'hui de cette problématique des disparités hommes-femmes? Que l'ensemble de la société en soit choqué. C'est-à-dire qu'il y a encore des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Finalement, on le dit sans cesse, mais ça ne change pas. Donc, c'est ça la question. Comment faire? C'est comment faire. C'est-à-dire que ceux qui décident des salaires doivent eux-mêmes... on en rit, mais alors pardonnez-nous pour les hommes qui nous écoutent, on en rit, mais c'est vrai que c'est une réalité. Mais ça n'a aucun sens. Et notamment, il y a cette jeune femme, Chloé Hermary, qui fait partie des pionnières, qui est la première en France à avoir ouvert une école de code informatique. Elle a 25 ans. Elle avait 25 ans quand elle a ouvert son école, elle en a 27 aujourd'hui. Et il se trouve que dans la tech, au cours de leur carrière, les femmes gagnent 400 000 € de moins que les hommes en moyenne. 400 000 €, c'est énorme. Donc le propos est que pour que ça change, il faut que chaque personne décisionnaire se dise c'est vrai qu'on ne peut pas vivre dans une société où à compétences égales, à valeur égale, les femmes gagnent moins que les hommes. Quelle est la femme qui vous a inspiré, vous? Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. Ils sont des modèles? Beaucoup. Ma mère m'a beaucoup inspirée. Parmi les femmes qui m'ont inspiré, les femmes journalistes m'ont inspiré, Christine Ockrent, Claire Chazal, Anne Sinclair, bien sûr. Moi, j'ai grandi en Guyane. J'étais petite fille quand notamment Christiane Taubira s'est lancée en politique. Elle était très jeune, avec un verbe incroyable, une intelligence, une fulgurance, une fougue. Elle m'a beaucoup inspirée quand j'étais cette petite fille grandissant en Guyane. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspiré. Michelle Obama m'a inspiré. Enfin voilà, toutes les femmes qui... Une petite question média avant de finir, Christine. Oui. Est-ce qu'on vous a proposé le 13h ou le 20h, et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Je parle des autres chaînes, puisque sur M6, il n'y a pas de 13h ou 20h en tant que tel. Ah bah si, il y a le 12h45 qui est l'équivalent du 13h, et 19h45 c'est le 20h d'M6. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'on vous a fait des propositions? Et deuxième question, est-ce que ça vous a donné envie de présenter d'autres programmes sur la chaîne?
Alors ça a pu être évoqué par d'autres chaînes par le passé, mais en fait j'ai jamais eu envie de quitter M6 pour présenter un autre JT. Honnêtement, il y a, enfin voilà, que ce soit le 12-45 ou le 19-45, ce sont des éditions exceptionnelles qui sont faites en plus par une rédaction fantastique. C'est vraiment l'occasion pour moi de le rappeler et de saluer d'ailleurs mon rédacteur en chef qui doit s'angoisser de ne pas me voir à ce côté-là, voilà. Parce que je devrais être en train d'écrire mes textes. Et très honnêtement, j'ai jamais eu pour envie de quitter M6 pour aller présenter un JT sur une autre chaîne. Je suis très très attachée aux éditions au 12-45 et au 19-45. Ce sont vraiment de très très beaux journaux. Merci beaucoup Karine Kioch d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On vous renvoie dans votre rédaction pour préparer. On vous retrouve tout à l'heure sur le 12-45 sur M6, mais également avec ces portraits de pionnières, ces femmes inspirantes qui ont poussé la porte de métier ou de passion d'homme. C'est ce que vous réalisez sur M6 pour l'occasion de cette journée du droit des femmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, c'est l'œil de l'expert. On va continuer sur le même sujet. On va parler avec Muriel Rieux de la question de la défense contre les violences faites aux femmes avec son association. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.